Faut-il investir dans le private equity, le capital risque ou le capital investissement, comme vous voulez? C'est la question qu'on se posera aujourd'hui et on trouvera aussi des solutions par rapport à tous les problèmes qu'on trouve sur ce type d'investissement. On verra aussi toutes les rubriques habituelles de la vidéo et c'est juste après le générique. Allez, c'est parti pour le 23e épisode de l'Hebdo de Ricardo. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui ne se contentent pas d'essayer. Et aujourd'hui, on va essayer de voir si on peut investir dans le private equity. Mais avant tout ça, je voudrais quand même vous remercier tous pour votre fidélité, de plus en plus nombreux. Et n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner, à mettre la cloche de telle manière à ce que vous puissiez avoir toutes les notifications des futures vidéos que je propose. Voilà, on va enchaîner sur le sommaire, donc on commencera effectivement par le titre du jour qui est le private equity. On verra un petit peu les inconvénients, les avantages, et puis on se rendra compte qu'on a des vecteurs d'investissement qui peuvent être très intéressants et qui contrent un petit peu la problématique du private equity. On va enchaîner ensuite sur, comme d'habitude, on va enchaîner sur la macroéconomie où je dirais qu'il n'y a pas eu grand chose de particulièrement intéressant cette semaine à voir, mais on verra qu'il y a quand même les chiffres de l'inflation qu'il faut suivre de toute façon puisque c'est très important de les regarder. On enchaînera juste après avec la minute crypto où ça dort totalement, donc on passera très rapidement sur le sujet. On ira voir les indices où là il y a beaucoup plus d'intérêt et où tout le monde bouge mais pas pour les mêmes raisons et ça et pas dans le même sens, et ça c'est assez intéressant de voir ça. On intégrera rapidement aussi le CAC Small. On verra que le crack que j'avais dit qui était en train de se mettre en place, il est en train de continuer et il est vraiment assez violent. On va continuer la suite de la vidéo avec l'ensemble des valeurs que vous m'avez donné à analyser. Il y en a pas mal cette semaine, donc on aura le temps de regarder tous ces dossiers-là. Et puis on finira avec l'indice des pépites qui a bien tenu cette semaine et qui a mis en avant un pays bien au-dessus des autres. Allez, on attaque tout de suite avec le titre du jour sur le private equity. C'est parti. Le private equity, alors c'est du capital risque en français ou du capital investissement. L'idée c'est d'investir directement dans des sociétés et rentrer directement dans le capital des entreprises sans passer par la cotation boursière. À vrai dire, on n'est pas du tout dans le monde du coté, on est dans le monde du non-coté. Alors il y a deux façons d'investir, je dirais, dans le private equity. Vous avez soit l'investissement direct, donc vous allez rencontrer directement les dirigeants qui sont en recherche d'investisseurs et vous allez investir directement dans la société et pouvoir même participer au conseil d'administration de ces entreprises. La deuxième solution, c'est de passer par des intermédiaires qui sont souvent des fonds de gestion qui ont une spécialisation dans le private equity. Alors quand on regarde bien, il y a beaucoup d'avantages à faire de l'investissement en capital risque, puisque vous avez la première qualité que je trouve assez intéressante, c'est de savoir que vous n'avez pas d'émotionnalité par rapport au cours de bourse, puisqu'il n'y a pas de cours de bourse par rapport à ces entreprises-là qui n'ont pas de cotation boursière. Deuxième avantage que je trouve intéressant, c'est qu'on investit vraiment dans le réel, dans l'économie réelle, puisque vous pouvez franchement investir dans le boulanger d'à côté ou dans la petite industrie, dans la zone industrielle que vous avez à côté de chez vous, donc c'est vraiment ça qui est intéressant. Et vous avez un contact direct avec les dirigeants, avec les décisions, vous pouvez même faire partie, je dirais, du conseil d'administration, donc ça demande un peu d'investissement personnel, mais il y a des gens qui le font assez régulièrement et qui sont spécialisés là-dedans. Alors ça, évidemment, la contrepartie de la relation humaine avec tous les inconvénients que ça peut provoquer d'incertitude, mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que vous êtes vraiment au plus près de l'économie réelle de votre région. Vous pouvez parfaitement investir dans des sociétés beaucoup plus éloignées, mais l'idée est peut-être dans cette idée-là d'aller vraiment au plus près de ce que l'on a autour de soi. Alors c'est beaucoup moins vrai évidemment dans les fonds qui eux-mêmes investissent dans des sociétés où on n'a pas toujours la perception et la vision de ce sur quoi ils investissent. Mais je dirais que l'avantage quand même dans cette partie-là de l'investissement, c'est ça peut ouvrir et ça peut permettre, je dirais, une diversification dans vos investissements qui est vraiment intéressante. Je dirais que ça concerne surtout des gens qui sont assez fortunés dans ce que je viens de dire, parce que, on va dire, quand on a très peu d'argent ou un capital assez limité, je dirais que les investissements de ce type ne sont pas tout à fait en adéquation avec la somme d'argent qu'on a à positionner en investissement. Et puis on a tendance à nous expliquer que les performances sont importantes, et c'est vrai qu'on voit des performances assez sympathiques sur des fonds, notamment sur les fonds de gestion qui sont spécialisés là-dedans, avec entre 5 et 15%, donc c'est quand même assez important, mais j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme la bourse, on vous fait voir toujours les bons prix, les bons chiffres quand ça va bien. Généralement, on oublie de vous les donner quand ça va mal. Et là, je pense qu'il y a un petit début de bémol sur le sujet.
Le grand souci, je dirais à mon avis, le grand inconvénient qu'il y a sur toute cette partie-là de l'investissement, c'est la notion de liquidité. On est illiquide, on a souvent des investissements qui sont figés, que ce soit en direct ou par le biais de fonds de gestion. Vous avez toujours un temps minimal qui bloque votre argent. Alors je crois que c'est 5-6 ans minimum, même sur des fonds. Donc quand on est dans une société, c'est de la même manière. Et puis il faut trouver un acheteur qui va vouloir racheter vos parts quand vous êtes en direct. Donc à vrai dire, ça reste quelque chose d'assez liquide, et ce qui fait que j'ai quand même quelques bémols à vous émettre par rapport à cette façon d'investir. Alors on va s'attarder un petit peu sur plutôt les fonds, puisque évidemment sur l'investissement direct, ça reste beaucoup plus personnel, et je dirais que là-dessus j'ai pas grand-chose à dire. Je suis moi-même intéressé par des projets locaux qui me permettraient peut-être d'aller positionner une partie de mon épargne sur des projets beaucoup plus locaux. Mais on va s'intéresser au fonds, puisqu'il y a pas mal de choses qui ont été proposées aux gens et qui ont permis d'ouvrir un petit peu le champ des possibles à des fortunes un peu plus modestes, parce que il faut quand même le dire, aujourd'hui, le domaine du private equity était réservé, je dirais, aux fortunes, avec des mises de départ qui étaient autour de 100 000 euros minimum, ça montait beaucoup plus haut. On était vraiment sur de la gestion de patrimoine qui faisait que, bon, je dirais que le grand public n'avait pas spécialement accès à cette typologie d'investissement. Donc c'était vraiment plutôt fait pour les investisseurs aguerris, je dirais, qui sont habitués à positionner de l'argent et qui en ont beaucoup et qui n'ont pas de difficulté à la fin du mois à joindre les deux bouts. Donc les fonds, par contre, ont un petit peu démocratiser cette idée-là, et c'est vrai que c'est plutôt intéressant de voir ça. Par contre, je mets quand même un bémol sur l'idée de pourquoi ça a été démocratisé. On en parlera un peu plus tard. Alors vous avez 3 types de fonds qui existent. Vous avez les FCPI, vous avez les FIP et les FCPR. Donc ça, ce sont des enveloppes assez intéressantes qui vous ouvrent le droit notamment à d'autres avantages, notamment fiscaux. Même si quand on a un avantage fiscal, je vous le dis quand même, ça veut dire qu'il y a une petite contrepartie. Il faut quand même faire attention à ça. Ce qui est intéressant quand même, c'est que vous avez des possibilités d'avoir, je dirais globalement, une fiscalité qui correspond aux contraintes du PEA. Donc c'est comme si vous investissiez dans un PEA avec les contraintes du PEA, puisqu'il y a, je dirais globalement, une réduction d'impôts, une non-imposition à partir du moment où vous bloquez l'argent 5 ans. Vous avez en sortie, vous payez quand même la CSG RDS, donc on est vraiment proche de ce que le PEA propose. Je dirais que bon, pour ça, c'est ça qui est intéressant. J'ai quand même quelques difficultés à bloquer mon argent sur une société pendant 5 ans, sachant que je ne pourrais pas sortir même si ça va mal. Mais à côté de ça, ce qui est intéressant à travers ces fonds d'investissement en private equity, c'est que vous avez un travail fait par des professionnels. Alors évidemment, ils prennent une commission et évidemment qu'ils ont le droit de vivre. Mais par contre, c'est vrai qu'ils choisissent ces dossiers. Vous êtes beaucoup moins proche évidemment du choix d'investissement de la société de gestion. Mais bon, on peut faire confiance quand même en des professionnels de qualité, et qui répartissent, je dirais, les sommes d'argent que vous allez investir sur différents projets. Donc vous avez une répartition intéressante, je dirais, de votre argent sur plusieurs projets d'investissement qui permettent vraiment d'avoir un risque qui diminue. Mais j'ai envie de vous dire, quelque part, ça revient vers cette idée d'ETF, de panier, où on vous met des sociétés effectivement qui vont performer, puis il y en a peut-être qui vont un peu moins bien faire performer, sans que vous ayez vraiment le contrôle de ce qui s'y passe. Alors c'est tout l'intérêt du fonds de gestion, c'est de pas avoir non plus à s'en occuper tous les matins. Alors vous avez 2 types de fonds, vous avez les fonds avec une typologie distributive, type un peu les dividendes, pour être assez simple, et puis sinon vous avez les fonds de capitalisation qui sont plutôt dans l'idée de reverser à la sortie, à la fin du projet, du programme qui a été proposé. Bon, dans les 2 cas, je vous cache pas que j'ai un petit problème quand même moral, personnel, où je vais vous raconter un petit peu comment j'avais construit l'idée de mon patrimoine futur, qui était quand même basé sur la liquidité. À vrai dire, quand on est dans une notion de liquidité absolue, parce que évidemment, quand on a peu d'argent, et je pense que le grand non-public aujourd'hui est pas spécialement fortuné, il faut quand même savoir que si vous avez un accident de vie quelque part, il faut vraiment pouvoir sortir votre argent rapidement pour pouvoir répondre à l'accident de vie qui se présente à vous. Et donc, pour moi, la notion de private equity reste assez difficile quand on est vraiment avec une quantité d'argent disponible assez faible. C'est pour ça que la bourse est beaucoup plus intéressante à mon goût. Mais on va revenir, on a peut-être des solutions qui vont permettre de lier les deux dans le cas où vous êtes intéressé. La liquidité, c'est vraiment le sujet. À vrai dire, j'aurais pu appeler cette vidéo pourquoi la liquidité est le plus important. Parce qu'à vrai dire que quand vous avez un investissement et que vous êtes bloqué, le jour où vous avez besoin de mettre de l'argent dans un caddie pour manger, je vous cache pas que ça pose quand même un problème de pas pouvoir sortir votre argent, vos avoirs, enfin bref, l'argent que vous avez positionné sur différents investissements. Voilà, donc c'est la qualité, je dirais, de ces fonds qui ont permis je dirais, de démocratiser un petit peu les choses, mais c'est assez jeune et c'est pas vraiment très vieux. Et ça me pose un souci, sachant qu'on a en plus des billets d'entrée qui sont fortement à la baisse, puisque le 100 000 euros est devenu dans ces fonds-là autour de 1000. Bon, il y a parfois des plafonds un peu plus hauts, mais quelques milliers d'euros, vous pouvez accéder à ces fonds. Et moi, ça me pose un souci de voir que le grand public commence à avoir accès
à des investissements qui n'étaient pas le cas avant, qui étaient vraiment réservés à des gestions de patrimoine assez importantes. C'est pas complotiste ce que je vais dire, c'est juste que voilà, moi je vois qu'on l'a fait à un moment de marché assez haut, à un moment de marché où il y avait peut-être besoin de liquidité, à un moment de marché où il était bon que les particuliers viennent donner un petit coup de main aux fortunes qui avaient plus spécialement d'argent à mettre là-dedans. Peut-être qu'ils avaient aussi envie de sortir. Alors moi j'étais assez étonné, je crois qu'il y a la BPI qui a aussi proposé des solutions pour investir dans le private equity à travers des fonds aussi. J'ai un petit peu de mal à comprendre pourquoi des gens qui sont pas spécialement dans l'idée de l'investissement privé, puisque c'est plutôt une banque publique qui aide le privé, mais de pousser les gens vers ça. Alors c'est toujours intéressant de voir qu'il y a des comportements comme ça, où on démocratise, enfin l'État donne des outils pour démocratiser un petit peu l'investissement dans le private, mais je trouve que ça n'a pas été fait à un moment le plus intelligent du monde par rapport à ça, et je vous demande de faire attention, parce que si vous investissez aujourd'hui, sachez que vous avez pour quelques années de bloquer, et c'est ça qui est quand même important dans l'histoire, c'est combien de temps je suis bloqué. Donc voilà pourquoi je reste assez sceptique sur la notion de private equity, en tout cas pour ceux qui ont des quantités d'argent assez modestes à positionner sur les marchés, ou en tout cas un investissement financier. Alors à vrai dire, cette classe d'actifs était surtout réservée, on peut le comprendre, donc aux fameuses fortunes dont je vous parlais, mais aussi aux institutionnels, et souvent des fonds de pension qui étaient assez friands de ces sociétés-là, puisqu'elles positionnaient une partie assez faible, pas très importante, mais assez faible dans le private equity, ce qui permet de diversifier leur portefeuille d'investissement dans différents types de secteurs que sont celles que proposent les sociétés en private equity. Vous avez aussi les compagnies d'assurance qui ont beaucoup et qui sont très friandes de ce type d'actifs, parce que évidemment, si vous allez que sur la bourse, il y a comme un souci, je dirais, de diversité parfois sur les projets, et on peut avoir des compagnies d'assurance qui sont particulièrement investies là-dessus. Ça pose toujours un souci aujourd'hui de me dire que on a quand même des sociétés, et vous allez voir que très rapidement, et ça va poser des problèmes, des sociétés sur lesquelles, je pense à un fonds de pension. Un fonds de pension, c'est quoi? Il va reverser de l'argent qu'il gagne à des retraités. Et on se retrouve dans un phénomène aujourd'hui où, je vais vous alerter quand même sur un cas que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux cette semaine. Faire attention au private equity. On est dans l'illiquidité comme un bien immobilier. On est dans l'illiquidité. Et c'est pour ça que je vous dis, cette vidéo elle aurait dû s'appeler peut-être un autre nom, mais la problématique dans ce que je vous dis, c'est que le private equity reste dangereux quand on veut sortir, quand on a un besoin d'argent. Et on est finalement assez proche de ce que l'on trouve en immobilier en termes de liquidité. Je viens de dire une dizaine de fois le mot liquidité et illiquidité, vous commencez à comprendre ce que je veux dire. Donc à vrai dire, je suis pas très fan de l'idée de faire du private, surtout quand on est à un niveau de fortune personnelle qui n'a pas, faut au moins 6 chiffres devant la virgule avant de commencer à y penser, et je dirais qu'il faut que le premier chiffre soit pas à 1, et il faudrait plutôt qu'il soit à 2, 3, 4. Vous avez compris, je pense que même avec 100 000 euros sur ces comptes, ça reste très limite, ça reste très difficile d'aller investir là-dedans. Alors vous allez me dire, pourquoi tu fais une vidéo sur laquelle tu dis, non, faut pas y aller, etc. Parce qu'à vrai dire, on peut y aller. Mais j'ai un support intéressant à vous proposer, et ça reste encore le monde des actions. À vrai dire, le monde des actions, c'est la qualité des actions est vraiment la qualité absolue, et c'est pour ça que je suis investisseur action, et je dirais que sur les actions, quasiment à 100% de ce que je fais, même si je fais d'autres choses à côté. L'idée que j'ai sur les actions, c'est qu'on a cette notion de liquidité absolue. On peut sortir à tout moment, on peut sortir très rapidement, en un clic. Alors évidemment, il faut acheter des sociétés avec une certaine liquidité sur le marché, de telle manière à ce qu'il n'y ait pas un écart entre le prix où vous décidez de vendre et le prix où vous allez être exécuté, évidemment, ça s'appelle le carnet d'ordre, sur lequel je ferai, je pense, une vidéo assez rapidement sur le sujet. Mais l'idée de faire du private equity à travers des sociétés cotées, ça devient intéressant. Donc effectivement, ça demande à être précisé parce que les gens peuvent ne pas comprendre. L'idée est de dire, je vais acheter une action d'une société qui est cotée à la bourse de Paris par exemple, mais il y en a qui sont aussi à l'étranger, mais qui elle-même investit dans des private equity divers et variés, et donc on a affaire à une sorte de fonds qui est intéressant. La grosse qualité de ces valeurs-là, de ces entreprises-là, c'est qu'elles sont, quand vous êtes en France, elles sont dans le PEA, elles peuvent parfaitement faire partie d'un investissement dans votre PEA. Alors, je dirais que j'ai quelques noms à vous citer, il y a Euraseo, il y a Wendel, on m'a donné il y a pas longtemps IDI qui m'a l'air très intéressante, mais
si vous regardez bien, globalement, c'est quand même des performances qui restent, je dirais, quand on regarde bien, et il faut bien réintégrer les dividendes dans ces actions-là, vous avez quand même une qualité qui, je dirais, graphiquement, qui est pas extraordinaire, même sur longue période, donc il faut choisir un petit peu son point d'entrée, mais je dirais, comme tout investissement en action, c'est là où c'est intéressant de voir qu'on peut choisir le moment où on rentre et choisir le moment où on sort, sans spécialement avoir cette contrainte de blocage d'argent sur plusieurs années. Alors vous avez aussi la possibilité d'aller investir dans des ETF qui sont dans le private equity. Alors là c'est pareil, hein, toujours la même histoire. Hein, mais pourquoi un ETF? Parce que vous voulez vous reposer tranquillement et pas regarder tous les jours. Mais pourquoi vous faites pas un petit package sur votre PEA de 2, 3 actions, 5, 6 actions, ça vous fait votre petite ETF maison et ça fait exactement la même chose. Ça vous évitera les frais annuels que prennent les ETF continuellement, ça on vous en parle pas beaucoup, et évidemment, hein, bien sûr, ça vous permettra d'avoir le vrai choix des vraies entreprises qui vont constituer ce panier, parce que l'ETF est finalement juste un panier. La grande différence que vous avez entre un ETF et puis un petit panier d'actions, c'est que vous achetez au début effectivement des sociétés, mais vous n'avez pas les frais de l'ETF qui tombent tous les ans sur vous de manière régulière, et sachez qu'ils ne vous oublient pas. Hein. Donc voilà, je suis pas spécialement un anti-private equity, je suis plutôt un anti-investissement important sans liquidité en face. On va dire c'est une expérience de vie, hein. Moi j'ai été très illiquide sur un actif à un moment donné de ma vie, et quand il a fallu que je vende, je ne cache pas que ça a été difficile parce que vous avez une problématique de prix de vente, et c'est justement sur cela que je voudrais terminer, sur l'idée que le private equity, tant que les prix montent et on a normalement une valeur de cote par rapport à, je dirais, une société cotée et une société non cotée, on devrait avoir une décote des sociétés non cotées, et à vrai dire c'est pas du tout ce qui se passe en ce moment. Et là, il faut s'alerter. Nous avons les sociétés cotées qui ont tendance à avoir une prime normalement de liquidité qu'ils ne l'ont plus, et c'est le non coté qui a une prime. À vrai dire, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui y vont, qui sont attirés par l'argent. Il faut vous alerter quand même sur ce sujet-là, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une situation où quand vous voulez sortir et quand des gens veulent sortir, ça pose un problème. Et je vais vous donner un exemple tout de suite qui doit nous alerter. Alors, d'où vient mon alerte? Eh bien, elle vient de Grande-Bretagne. On va dire, il se trouve que les fonds de pension de retraite britanniques ont eu il y a un an, on a oublié, hein, on oublie vite hein, dans les médias, on a oublié que les fonds de pension ont eu une grave crise de liquidité il y a maintenant à peu près un an de ça, et où c'est la BOE, la Bank of England, la banque centrale britannique, est intervenue de manière assez rapide pour réinjecter de la liquidité dans les fonds de pension de retraite des Anglais. À vrai dire, quand vous dit ça, ça se passe bien, on injecte de l'argent, ça repart, et puis on oublie. Vous devinez bien que le problème de liquidité, qui a été résolu rapidement par la Banque centrale, il est toujours présent. Et il se trouve que j'ai vu un truc passer vite fait cette semaine, alors c'est passé dans les Échos, c'est passé dans différents articles, on a les fonds de pension britanniques qui se mettent à vendre de manière assez importante des actifs illiquides. Alors il y a de l'immobilier, mais il y a aussi du private equity. Et comme ils sont vendeurs de quantités assez importantes, et que nous avons un souci aujourd'hui avec des taux d'intérêt importants qui font que celui qui est acheteur, il peut pas trop aller investir avec un prêt bancaire associé, parce que ça augmente le coût avec des taux d'intérêt qui montent, on se retrouve avec une pénurie d'acheteurs qui fait que, je dirais, il y a assez peu de gens à être en face la personne qui est vendeuse. Et quand vous avez un fonds de pension qui gère des milliards, qui positionne de l'argent sur les marchés de manière, des actifs à vendre sur le marché où il y a peu d'acheteurs, le phénomène qui se passe, c'est que la valeur qu'on avait comptabilisée dans les comptes de ces fonds de pension, se retrouve réduite. 5%, 10%, 40%. C'est-à-dire que entre ce qu'il y a dans les comptes de ces sociétés-là, de ces fonds, je dirais avec une valeur peut-être de 1 milliard, est vendu 600 millions. Il manque 400 milliards. Ce qui veut dire que vous allez avoir des pertes. La société va dégager des pertes en ayant fait une moins-value, ou en tout cas en ayant vendu moins cher que prévu, la société non cotée ou les investissements immobiliers divers et variés. Et vous allez me dire, tout va bien, ils ont réussi à vendre. Oui, ils ont réussi à vendre. Mais s'ils ont acheté ça 800 millions, ils perdent 200. Alors ça se passe bien tant que je dirais qu'il y a encore de la liquidité qui est dans les sociétés. On peut avoir des moments où on perd un peu d'argent. Ça nous arrive nous-mêmes, parfois, de nous payer des vacances un peu plus chères. On tape un petit peu dans les économies qu'on a fait les mois d'avant et tout va bien. Les économies qu'il y avait un petit peu avant dans les fonds de pension, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. On va dire, il n'y a pas vraiment d'économie faite, il y a juste du cash, il y a de l'entrée, il y a de la sortie, etc. Moi, je suis quand même assez épaté de voir que des fonds de pension qui versent des pensions de manière régulière, donc avec une sortie d'argent régulière, ont investi de manière bloquée vers des investissements qui semblent être attrayants, je dis pas qu'ils ne le sont pas, mais que si en cas de besoin de liquidité à un moment donné, vous pouvez pas sortir.
sais pas si ça vous parle, mais ça me fait penser à la crise bancaire américaine qu'il y a eu il y a quelques mois et où tout le monde a oublié. Tout le monde a oublié. Mais je rappelle quand même que le phénomène de sortie d'argent, ce qu'on appelle un bank run, c'est exactement le même phénomène qu'on a dans ces fonds de pension de retraite britanniques, sauf que le bank run n'existe pas vraiment dans ces fonds de pension, on sait combien d'argent va sortir. Donc c'est encore une gestion alambiquée. Mais rappelez-vous, dans les banques américaines, on s'est retrouvé dans une situation où on avait notamment SVB qui avait des actifs qui étaient bloqués avec des échéances assez longues, donc je crois que c'était de l'obligataire avec une échéance assez éloignée, et ils avaient eux-mêmes des besoins d'argent en sortie, quand les gens retirent de l'argent, qui étaient assez contrôlés. Tout d'un coup, à un moment donné, il y a un peu plus d'argent qui veut sortir, il y a une perte de confiance dans l'idée que la société va bien, et tout le monde se barre. Il n'y a pas d'argent disponible parce que les fonds en face sont bloqués sur des investissements qui sont pas du tout liquides. Eh bien, nos fonds de pension anglais sont en train de vivre la même chose. Et ils vendent à vil prix, de telle manière à ce qu'ils puissent toucher rapidement de l'argent. Je vous le dis comme ça, hein, mais pour moi, c'est voué à une catastrophe. Parce que quand il y aura plus d'actifs à vendre et qui seront vendus à bas prix, vous aurez plus d'argent dans la caisse et les pensionnaires ne toucheront plus rien. Donc moi je sais pas ce qui va se passer. L'Angleterre va pas très bien, même si le nouveau Premier ministre est plutôt assez efficace. Faut voir celui qu'on a eu avant. Mais par contre, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que quand vous avez des sorties d'argent pour une raison ou une autre, même sur vos comptes personnels, et que vous avez tout bloqué sur des choses qui ne peuvent pas sortir de l'argent de manière régulière, vous avez un souci. Vous avez un souci entre l'attribution que vous avez de vos actifs vers des choses illiquides, alors que vous avez, vous, en besoin des besoins plus ou moins liquides. Et à partir de ce moment-là, vous vous retrouvez dans une distorsion qui vous emmène à la banqueroute. C'est ce qui est en train de se passer sur les fonds de pension anglais. Vous allez me dire, bah oui, on s'en fout, on n'est même pas en Europe, et alors? Bah tout simplement, ça veut dire que vous avez globalement une survalorisation de tous ces actifs private equity qui vont ressortir dans les comptes. Parce que, à vrai dire, ce qui se passe, c'est que les autorités commencent à mettre leur nez là-dedans et commencent à demander des justifications de comment vous calculez vos valorisations. Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir une révision qui sera plus ou moins importante du prix de la valeur de ce que vous avez dans vos portefeuilles. Donc je vous laisse voir que en ce moment, quand vous voyez qu'il y a eu déjà des interventions des autorités, je pense au SCPI, sur laquelle on a fait une vidéo, tiens, je vous la mets ici, vous pourrez la voir. On va dire tous les produits actuellement qui sont sous différentes formes assez liquides, vous retrouvez avec des vendeurs qui ont des besoins de vente, hein, c'est la vente forcée, c'est pareil dans l'immobilier, hein, ce qui fera baisser les prix, c'est la vente forcée, c'est la vente contrainte. Et quand vous avez des ventes contraintes, vous avez une baisse du marché. Vous vous retrouvez face à des gens qui sont vendeurs, mais pas spécialement vendeurs immédiatement, qui prennent émotionnellement l'idée de dire bah, je vais peut-être vendre parce que ça va peut-être se casser la figure. Et puis évidemment, à un moment donné, il y a un sell-off qui peut être plus ou moins violent, qui peut même être un crack, qui provoque évidemment des sorties à vil prix d'investissements que vous auriez fait au plus mauvais moment. Et c'est à chaque fois comme ça que ça se passe. Et c'est ce qui fait que vous avez des sociétés qui sont un peu fragiles dans leur construction, je dirais, de leurs actifs possédés, qui vont se retrouver à être obligés de fermer. Et si vous fermez, que c'est des fonds de pension de retraite, je vous laisse deviner ce que ça provoque sur les populations. Alors, évidemment, je suis en train de vous faire peur continuellement en ce moment, mais c'est parce que les taux d'intérêt montent. Il faut savoir que les taux d'intérêt montant, le crédit est de plus en plus difficile, mais aussi le crédit sur la partie entrepreneuriale qui concerne ce qu'on appelle des LBO, mais je ne vais pas vous rentrer dans le détail, ça fait partie de mon ancienne vie de sauvetage entreprise, mais vous pouviez parfaitement aller reprendre des sociétés en ayant emprunté tout l'argent aux banques, et les banques étaient contentes, il y avait des taux d'intérêt faibles et tout allait bien, c'était assez facile. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus le cas. Et vous vous retrouvez avec très peu de gens qui font bouger ce monde du private de telle manière à ce qu'il y ait toujours un monde acheteur des sociétés qui montent en valorisation, etc. Donc vous avez finalement le combo parfait d'un futur crack sur le sujet, puisque vous avez tout le monde qui y va avec une surcote par rapport aux côtés, là où la liquidité devrait faire l'inverse. Vous avez globalement des entreprises qui vont avoir, des fonds, diverses choses qui vont avoir besoin de liquidité, de sortir de l'argent et qui vont être obligés de vendre en vente contrainte, comme je vous expliquais. On va vers une baisse forte de ces valorisations. Les autorités commencent à se pencher sur ce sujet et vont imposer la revalorisation à la baisse de tous ces actifs. Et ce qui est assez curieux, c'est qu'aujourd'hui dans le private equity, contrairement à ce qui se passe dans l'immobilier où ça commence à venir, il n'y a encore rien eu de fait sur la revalorisation. Faites très attention à ça.
Personnellement, pour moi, c'est pas du tout une classe d'actifs dans laquelle il faut aller. Là encore, il faut attendre que, je dirais, le marché se dégonfle, que la bulle se dégonfle. Alors, elle explose ou elle dégonfle. Je dirais qu'il est préférable qu'elle dégonfle. Mais vu comment ça se passe, et notamment sur le private equity, vu qu'il n'y a eu aucun effort de fait de revalorisation à la baisse de tous ces actifs, les bisounours sont toujours là, les oiseaux gazouillent. Mais moi, je peux vous dire que l'orage arrive. Et il va être violent si on ne réagit pas tout de suite et si on revalorise pas de manière alors de manière rapide, oui, mais de manière plus ou moins importante, les actifs qui sont actuellement surcotés et surtout illiquides. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire sur le private equity. Donc ça reste une classe d'actifs intéressante, je dirais, sur plein de sujets. Vous avez vu, il y a plein de petites choses qui peuvent être quand même vous permettre d'avoir envie d'aller investir dans des sociétés locales, etc. Peut-être même d'aller au board de certaines sociétés et d'être dans l'investissement direct dans les sociétés. Mais je dirais que de un autre côté, il faut faire très attention à cette notion d'illiquidité qui vous condamne à rester, et surtout ne mettez pas tout votre argent là-dedans. Mettez-en peut-être une toute petite partie, mais surtout, restez dans l'idée de la cotation, puisque je vous disais, il existe des sociétés qui sont cotées et qui font du private equity. Voilà, on va enchaîner si vous voulez bien avec la suite de l'émission comme d'habitude, et on va faire un petit peu de macroéconomie pour voir un petit peu ce qui s'est passé cette semaine. On va commencer par faire un retour sur vendredi dernier, parce qu'on n'avait pas enregistré avant le NFP de ce vendredi 6. Et les chiffres ont été assez impressionnants, puisqu'on avait prévu une baisse à 170 000, et puis on a obtenu 336 000. Ce qui prouve une chose, c'est que le rapport ADP est toujours aussi aléatoire. Et ce que j'avais remarqué dans cette news, c'est la réaction du marché, puisque le marché n'a pas spécialement baissé, les taux d'intérêt n'ont pas spécialement remonté alors qu'ils auraient dû le faire. Donc on sent une fatigue sur les taux d'intérêt, je dirais, sur cette news qui me paraît assez intéressant. Effectivement, depuis, les taux d'intérêt américains, mais aussi en Europe, ont tendance à se calmer. Et je dirais qu'on est en train d'arriver, c'était un petit peu ce que j'anticipais, ce que je ressentais du marché. Je pensais que c'était un peu la fin, on va faire une pause, on a bien monté au niveau des taux, je dis pas que ça baisse vraiment, bon ça baisse, mais sur très courte période, donc on peut estimer qu'aujourd'hui, il est fort possible que les taux d'intérêt aient fait une accélération qui va s'arrêter, une pause entre guillemets qui va faire du bien et qui va permettre de redistribuer un peu les cartes au niveau macroéconomique. On va enchaîner si vous voulez bien avec la semaine qui vient de se passer, et on attaque avec lundi où on apprend qu'il y a un Thanksgiving au Canada. C'est surtout mercredi où sont sortis des premiers chiffres d'inflation, notamment en Allemagne, bon c'est à peu près stable, et puis un chiffre assez intéressant sur les prix à la production américaine, qui sont en modération. Alors le chiffre spot est un petit peu supérieur à ce qui était prévu, mais en baisse par rapport à ce qui se passait avant, puisque le 0,7 est devenu 0,5. On est à la production, moi je trouve qu'on va vers la déflation, on va vers une baisse, et il se trouve qu'il y a des statistiques un peu plus tard dans la semaine qui sont apparues sur la Chine, où nous sommes en déflation sur la production chinoise. Je maintiens l'idée que la Chine, avec une baisse de prix de la production, va peut-être être assez agressive sur les marchés internationaux pour vendre leurs produits. Donc je dirais que la Chine n'a pas dit son dernier mot, même si les chiffres à l'heure d'aujourd'hui sont pas bons. Entre sa baisse, ça va pas bien, et tout va s'effondrer, faut pas exagérer non plus. Pour l'instant, ça baisse, et pas dit que la Chine ne réagisse pas avec des armes qu'on a déjà connues, et ça s'appelle le dumping. On verra bien dans le futur. Allez, j'enchaîne avec, si vous voulez bien, on va descendre un peu plus bas, on va aller voir jeudi. Jeudi, il s'est passé pas mal de choses sur les IPC, et notamment aux États-Unis, puisque les États-Unis ont sorti les chiffres de manière assez importante, et il y en a... je dirais le chiffre qui est souvent retenu, c'est l'IPC annuel, à 3,7, qui se maintient au lieu de 3,6 prévu. Donc c'est plutôt dû à la hausse du pétrole. On est sur les chiffres de septembre. Mais ce que je retiens aussi, c'est aussi que l'IPC Core qui est stable en valeur spot a baissé légèrement. Ce qui veut dire qu'on est toujours entre guillemets dans une inflation qui diminue. Elle monte, mais moins vite. Et du coup, je dirais que ça doit faire plaisir à la Banque centrale américaine et limiter les futures hausses de taux. On est arrivé au bout, je pense que sur le sujet, ça fait longtemps que je le dis. Je ne fais que de la redite sur ce sujet-là. Voilà, donc on va finir, si vous voulez bien, avec vendredi 13, jour maudit pour certains, et où vous voyez un chiffre assez surprenant. Et on va s'arrêter un peu 2 minutes, ça fait pas mal de s'arrêter sur la France parfois. On voit que l'IPC est en négatif sur septembre.
Et on avait prévu moins 0,5, on fait bien moins 0,5 contre 1 le mois précédent, mais c'est un chiffre spot. Et le chiffre spot que nous avons, c'est pas spécialement le chiffre sur le glissant. À vrai dire, sur le glissant, on est à 3,9. Et 3,9, c'est pas spécialement baissier, puisque c'est à peu près stable. Alors vous allez me dire, mais comment on peut avoir une inflation spot négative avec finalement une non-évolution négative de l'inflation annuelle? Tout simplement parce que quand vous rajoutez la statistique du mois de septembre, vous enlevez celle du septembre de l'année précédente. On prend 12 mois. Donc ça s'appelle des statistiques en 12 mois glissants. Et il se trouve que le mois de septembre est très généralement un mois négatif au niveau inflationniste. Ce qui veut dire que l'an dernier, bon je vais vérifier, hein, on avait aussi un chiffre négatif qui fait que finalement sur un an, on n'a pas d'évolution significative de l'inflation sur la France. Bon, ceci étant dit, on va prendre, hein, on va pas se gêner. Hein, c'est sûr que si on avait eu un chiffre à 0, on aurait eu une forte hausse de l'inflation. Moi, ce que je retiens quand même, c'est que l'IPC reste quand même à moins 0,5 par rapport à l'an dernier, qui était aussi à moins 0,5. Et dans une configuration où, par contre, on a eu une hausse, notamment du baril de pétrole, qui a influencé de manière négative la chose. Donc, finalement, on sent que l'inflation structurelle est quand même en train de baisser tranquillement. Et je dirais que, et on va le voir juste après, je dirais que dans les indices, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi le marché s'est retourné vendredi, mais en tout cas, c'est pas dû à l'inflation, c'est pas dû au taux d'intérêt. C'est peut-être dû tout simplement à des événements géopolitiques, et notamment ceux qui se déroulent en Israël actuellement. Voilà, bon, j'en ai terminé avec cette semaine macroéconomique. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'était un peu les chiffres de l'inflation qui étaient face à nous. Retenez bien quand même que si un marché aujourd'hui est sensible et fragile sur certains sujets, il faut toujours essayer d'interpréter qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine pour pouvoir interpréter le marché a agi d'une manière et qu'est-ce qui a provoqué ça. Actuellement, je dirais que c'est vraiment pas la macro qui a provoqué ce qui s'est passé, notamment ce vendredi. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas non plus la macro qui a fait cette hausse qu'on a vu dans les derniers jours sur les indices. Donc à vrai dire, ça gigote. Il n'y a pas grand-chose à retenir de ça entre la macroéconomie et le marché. Donc je dirais, faut noter. Et puis on est dans une phase de trading où il faut vendre en haut, acheter en bas, vendre en haut, et puis on verra bien si ça sort dans un sens ou dans un autre. Mais il n'y a pas vraiment de direction sur les marchés. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite après, en passant par la petite minute sur les crypto-monnaies qu'on va faire tout de suite. Darwin X Zero est le programme d'allocation de capital sans risquer le vôtre. Que vous soyez débutant ou expérimenté, profitez de Darwin X Zero pour devenir gestionnaire de capital en quelques semaines. Sans contrainte, ni objectif irréalisable, et quelle que soit votre méthode, l'essentiel est votre performance qui peut attirer jusqu'à 3 millions d'euros sur votre stratégie gagnante. Vous n'aurez aucun capital à apporter. J'ai bien dit aucun capital. Bien au contraire, c'est votre compte virtuel sur Darwin X Zero qui vous permettra de collecter 15% des bénéfices que vous réaliserez, tout comme dans un fonds d'investissement. Alors devenez votre propre gestionnaire de capital pour 38 euros par mois, c'est la solution idéale pour tous les traders qui veulent réussir sans risquer leur propre capital. Profitez d'une réduction de 10 euros sur vos frais d'inscription avec le lien qui s'affiche sur votre écran et que vous retrouverez dans la description de la vidéo. Et on attaque directement avec le Bitcoin qui n'a pas fait grand chose à vrai dire. On va aller voir un hebdomadaire un peu plus précisément ce qu'il se passe sur cet actif si apprécié de certains. On avait tracé une oblique il y a quelques semaines maintenant sur le Bitcoin et je vais agrandir, hop, voilà. Et cette oblique, eh bien, elle a été cassée et on a un pullback sur lequel on a le sentiment que ça rebondit. J'agrandis un petit peu, on voit bien que ici, alors on est en hebdomadaire, hein, mais on voit bien que ça a l'air d'être pertinent. Donc ce qui est intéressant à travers ce que je viens de vous dire, c'est que c'est peut-être le moment peut-être d'aller espérer, chercher le niveau de 31 000, de 32 000 $. Que là on est en Bitcoin selon le dollar américain et on verra bien hein, mais ça a l'air d'être plutôt le scénario qui se met en place sur le Bitcoin, donc écoutez, on verra bien. Voilà un petit peu, hein, il reste toujours, je dirais, neutre moyen court terme, de telle manière à vous dire que voilà, c'est du trading qu'on fait là-dessus, c'est pas de l'investissement. L'investissement c'est si ça casse au-dessus, où là on peut commencer à y penser. Alors évidemment on aurait pu être investisseur ici à la cassure, on aurait pu être investisseur là, bon bah voilà, aujourd'hui on est là. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait dans le futur, et c'est plutôt vers ça que je pense qu'il faut s'orienter dans les scénarios qui s'écrivent. Alors après, on peut revenir aussi en bas sur 25 000, on peut redescendre sur 20 000, on verra bien. Pour l'instant, on observe et on va aller voir, si vous voulez bien, l'autre actif qu'on regarde sur les crypto-monnaies qui s'appelle l'Ethereum, et on va regarder si c'est différent.
Voilà l'Ethereum, donc j'ai un scénario, en tout cas c'est le mien et personnel, c'est cette oblique là, la grande oblique qui est très long terme ici, que on est proche de l'aller la toucher, je vais agrandir pour que vous voyez bien, et plus ou moins à court terme, on est dans un petit range descendant, alors qui est pas très bien écrit, parce que j'aurais bien aimé que ça aille taper là, pour le marquer et retourner en bas, mais ça a décidé de baisser plus vite. Et j'avais donné l'idée que peut-être que fin octobre ce serait intéressant que ça arrive autour des 1440, un point stratégique à mon goût pour l'option, l'optique moyen terme et l'optique long terme. Je vais y arriver, et ben ça a l'air de se mettre en place, on verra bien, ça peut gigoter encore un petit peu, toucher, rebondir, on verra bien. Mais c'est un point, ce serait un point plus investisseur, voilà, en espérant que ça ne descende pas en dessous. Ce qui est fort possible, on ne connaît pas ce que les marchés vont faire, on est juste dans les suppositions et dans la statistique, voilà. Je rappelle quand même que sur la minute crypto, c'est uniquement pour vous dire que moi je m'intéresse aux crypto-monnaies, je vais vraiment me consacrer à la crypto-monnaie sur 2024-25 parce que il y a des événements, vous allez voir la vidéo que j'ai proposée sur le sujet, vous irez voir dans la chaîne, ça s'appelle Victoire du Bitcoin, je vous la mets ici en vidéo, enfin en incruste, et vous verrez qu'il y a quand même de l'intérêt sur les années qui viennent, les 2 ans qui viennent, à s'intéresser à la crypto-monnaie. Il y a peut-être des choses à faire, on verra bien, hein, c'est pas gagné, mais ça peut être une phase intéressante sur les crypto-monnaies qui permettent évidemment de faire des gains financiers sur ces actifs assez intéressants pour d'autres sujets. C'est d'ailleurs l'intérêt de cette petite vidéo que j'ai faite avec un célèbre journaliste qui s'appelle Valentin Demey. Voilà, on va enchaîner si vous voulez bien avec les indices classiques et on va voir que ça a été assez sportif cette semaine et même un peu déstabilisant. Allez, c'est parti. Et on commence comme d'habitude avec le CAC 40 qui plie mais qui ne rompt pas. Toutefois, on va trouver qu'il y a une formule, une forme graphique notamment sur l'hebdomadaire qui me semble commencer à avoir de la pertinence. On va l'inscrire, on va aller voir tout de suite en hebdomadaire notre CAC 40. Alors voilà comment ça se passe au niveau hebdomadaire. On va agrandir un petit peu pour bien voir ce qui se passe. On est toujours dans mon couloir, je dirais, lente descente et on est sur les bornes basses. Mais l'accélération qu'il y a eu cette semaine, on va agrandir encore. On a ouvert ici, on a accéléré, on retombe très fortement, surtout ce vendredi. Ça, c'est pas du tout une forme graphique qui est plaisante. Et je pense qu'on va déjà au moins aller toucher ici, peut-être aller chercher un peu plus bas. Beaucoup de gens parlent de 6008. On a 200 points de 6008, donc je ne vois pas pourquoi on n'irait pas là-bas. Donc c'est possible, on verra bien. Mais bon, on va laisser notre graphique comme ça. Mais je trouve que je pense qu'il y a des gens qui en ont déjà parlé, hein, parce que je pense que je suis un peu en retard sur cette forme graphique. Mais je trouve que on est en train de faire un rounding top, qui est l'inverse du rounding bottom, et qui me semble commencer à prendre la pertinence, et je vais vous l'inscrire dans le graphe tout de suite. Voilà, je viens de le tracer avec un peu de difficulté pour real-time sur ma version. Pas extraordinaire à ce niveau-là, mais voilà, vous voyez bien alors rounding, voilà, un rond, on voit bien le phénomène d'arc, de cercle, de retournement, où les points de contact sont quasi parfaits. Donc intéressez-vous à cette forme graphique, ça c'est assez peu fréquent, mais voilà, ça peut arriver. Et dans ce cadre-là, vous devinez bien que la congestion qui se passerait ici casserait vers le bas, et nous emmènerait beaucoup plus bas. On verra bien, on va pas tirer de conclusion tout de suite, même si on peut considérer que macroéconomiquement, il y a quand même des choses qui peuvent nous gêner. Je dirais que le marché, cette semaine, n'a pas du tout réagi par rapport à la macro, donc RAS. Il a réagi à quoi? Il est sur le CAC 40, il a juste réagi aux résultats d'entreprise, parce que je vous rappelle quand même que les indices sont des résultats d'entreprise, et évidemment c'est LVMH qui a fait l'appui et le beau temps sur le marché, et cette semaine c'était plutôt le mauvais temps. Donc voilà, ça rappelle bien que les indices dépendent bien de certaines valeurs. Vous allez voir que les autres indices n'ont pas tout à fait réagi de la même manière, et c'est dû quand même à la composition de ces indices. Allez, on va aller voir le DAX, si vous voulez bien, en Allemagne, voir si c'est un peu différent. Vous allez voir que c'est pas tout à fait différent. Donc je vais pas vous faire un rounding bottom sur le DAX, mais on a bien cette accélération ici, qui a buté sur le niveau qui était, à vrai dire, c'était pas du tout les petites mèches, c'était ici, c'était ce niveau-là qu'il fallait s'intéresser. On va marquer la nouvelle résistance qui a été créée avec ce rebond qui a été invalidé. Et donc on peut considérer aujourd'hui que nous sommes baissiers en tout cas sur une unité de temps plutôt hebdomadaire. On commence à basculer vers le baissier, et le premier objectif c'est 14 595.
Et j'ai envie de vous dire, je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas. Il n'y a aucune raison que ça rebondisse maintenant, vu le contexte géopolitique. Et finalement, la macroéconomie qui est pas flamboyante, qui est pas catastrophique, mais qui est pas flamboyante non plus. On va nettoyer un peu le graphique parce qu'il y a un peu trop de choses. On se met à jour. Voilà, donc bon, globalement, c'est la mise à jour. Et comme ça, on va voir ce que ça donne dans les prochains mois. Mais sachez que c'est quand même vendredi où il y a le décrochage le plus fort. Hein, ça a bien rebondi jusqu'à jeudi. Et vendredi, ça s'est replié, alors que franchement, la macro disait rien de particulier sur vendredi. On va enchaîner avec les Américains, voir un petit peu comment ça s'est passé aux US, si ça a été différent. Et on va attaquer par le Nasdaq, où on voit que sa tête est très différente de ce qu'on a vu sur les pays européens. Et on avait notre petit oblique que je vous avais noté ici en pointillé, qui a parfaitement fonctionné. C'est quand même pas mal. On va la passer en trait continu et vous avez vu, hein, c'était chirurgical, c'était pile poil ici qu'il fallait y aller, c'était vraiment le point de rencontre de cet oblique que j'avais tracé il y a un certain temps et voilà, maintenant on est tranquille, on sait que c'est là que ça se passe. Bah, c'est clair, hein, le Nasdaq toujours dans ce fameux biseau dont je vous parlais, cet oblique avait du sens, on va la garder puisque bah, finalement elle a été bien réactive et puis on va gigoter. En attendant une décision vers le bas ou vers le haut, et ça, on verra bien ce que les marchés décideront. Pour l'instant, on achète en bas, on vend en haut. Je vous le dis tout de suite, moi personnellement, j'ai fait un achat sur les indices. J'ai acheté en bas, j'ai vendu en haut, et je suis content d'avoir fait un peu moins de... Enfin là, il y a eu 900 points d'écart, mais j'ai fait presque 900 points de delta sur un trade sur indice. Donc voilà, je suis assez content. Ça m'arrive pas souvent d'être aussi performant. J'ai vu le haut, j'ai vu le bas. J'ai vu le bas, j'ai vu le haut. C'est pas toujours comme ça. J'aurais dû faire un reverse, comme ça j'aurais encore fait mieux, mais bon, on peut pas tout bien faire. Voilà pour le Nasdaq, et on va aller voir le Dow Jones, la tête qu'il a. Alors le Dow Jones, vous voyez qu'il a une tête totalement différente, puisqu'il a fait un rebond et avec un avalement, ce qu'on appelle un avalement haussier. Alors il y a une mèche ici qui est un peu gênante, mais il faut dire quand même que ce vendredi, où on a beaucoup d'indices qui sont partis à la baisse, notamment en Europe, et le Nasdaq aussi aux États-Unis, le Dow Jones lui a pas bougé. Donc on finit la semaine beaucoup mieux en positif et voilà, c'est un peu à contresens de ce qu'on voit un peu partout, mais voilà, le Dow Jones a bien rebondi, donc on n'est pas dans un effondrement des marchés, on est ça gigote et je dirais que pour l'instant on peut pas tirer de conclusion immédiate sur la baisse des indices, si ce n'est que bah voilà, faut essayer de vendre en haut, essayer d'acheter en bas. C'est toujours facile à dire après, mais en tout cas c'est à peu près ce qu'il faut faire pour pouvoir s'en sortir dans des marchés. Pareil, c'est vraiment très technique, hein, vraiment des investisseurs, il n'y a pas d'orientation particulière, surtout sur pas mal de small, et c'est pour ça que je vais vous faire une petite incartade sur les small, parce que franchement là faut qu'on regarde de plus près cet indice. On le regardera régulièrement. C'est le CAC Small qui continue sa cavalcade vers le bas, comme je l'avais annoncé il y a quelques semaines sur une vidéo. Le crack des small, et là je peux vous dire qu'il est clairement évident. Voilà, on va se mettre en mensuel sur les small de telle manière à bien voir où on en est rendu par rapport à tout ça, mais voilà, hein, c'est clairement, oui, on a grandi, hein, on voit bien la dévalade, il y a plus rien qui tient. La France, ça va pas du tout, et ça fait un moment que je vous disais que la France je trouvais un peu haute, etc. Bon voilà, ça décroche, et ça décroche bien comme il faut. Un peu partout sur les petites capitalisations, c'est vraiment là ça va vraiment, là je pense que ça va aller bas. La logique voudrait qu'on retrouve le bas du marché, enfin le grand range haussier des small, retourner vers le bas ici à 7950. Il y a encore du chemin, mais pas tant que ça. Enfin si, quand même il reste 22-23%, donc ça peut être assez catastrophique, mais c'est pas impossible qu'il y ait un effondrement des small d'ici en un mois, hein, ça peut faire en un mois. Regardez ce qui s'est passé ici, ça s'est passé en un mois, donc c'est parfaitement possible. Mais je vous le dis, les small ça reviendra, la cupidité fait qu'on reviendra vers les beaux dossiers sur les small. Pour ça, il faut savoir choisir ses valeurs et se former pour cela. Allez, c'est bon, on a terminé avec les indices. J'ai juste fait un petit truc sur les small pour vous faire voir que c'était vraiment le crack. Je racontais pas ça pour faire du buzz, hein. C'est vraiment une perception que j'avais et qui se confirme. L'idée qu'on a aujourd'hui, c'est quand même que vendredi, il y a un retournement de marché assez violent finalement sur la plupart des indices. Donc faites attention, ça peut enclencher des choses assez violentes. Surtout que un indicateur qui est très important, qui s'appelle le VIX, a fortement monté vendredi. Donc il y a quand même des tensions. Est-ce qu'on a peur un peu aussi de ce qui se passe en Israël? C'est pas impossible, on verra bien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on n'est pas dans un environnement où tout va bien partout, hein. Donc il y a des risques.
Elles sont pas toujours matérialisées, mais on fait attention quand même à ce que la matérialisation ne se mette pas en place et faut pas attendre que le marché soit tout en bas pour dire ah bah j'aurais dû vendre avant. Faites-le si vous êtes investi, faites-le partiellement, quantitativement, de manière intelligente, mais restez actif par rapport à ce que vous voyez. C'est vos yeux qui doivent décider et pas votre émotion. Voilà, on va enchaîner si vous voulez bien avec la deuxième partie de la vidéo qui vous intéresse plus. Il y a eu pas mal de valeurs qu'on m'a données, des valeurs très intéressantes. Je vous remercie tous et puis continuez à faire ce petit effort de chercher des valeurs et de me les donner. J'apprécie beaucoup quand on participe à ce petit travail qui anime cette chaîne. Allez, on va aller voir les valeurs que vous m'avez proposées juste après le petit générique, la biblio et le disclaimer. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Alors avant de passer à vos valeurs, je vais vous expliquer comment fonctionne la biblio de Ricardo, la façon la plus simple de trouver les valeurs que nous avons étudiées dans les vidéos précédentes. Alors vous allez sur votre menu YouTube et vous tapez le nom de la chaîne que vous préférez, Fondamentalement Bourse. Elle apparaît assez rapidement ici. Vous n'oubliez pas de vous abonner et de surtout mettre la cloche qui vous permet d'avoir les notifications, sinon vous ne serez pas informé des nouvelles vidéos. Voilà, on va aller directement sur la chaîne tout de suite. Voilà, vous arrivez devant le menu que vous connaissez peut-être déjà et vous allez aller taper ici le nom de la valeur que vous recherchez pour savoir si j'ai déjà travaillé dessus. L'idée que j'ai c'est BNP, par exemple, une banque française. Et vous avez automatiquement la vidéo sur laquelle j'en ai parlé avec la date où ça a été fait. Sur ce cas-ci, c'était il y a 2 mois. Vous avez la possibilité ici de mettre soit le nom de la valeur, soit le code. Je vous conseille plutôt le code, parce que le nom de la valeur, parfois, il y a un tiret qui peut vous embêter et qui fait que moi, j'ai pas écrit de la même manière. Mais si vous mettez le code, normalement, si j'ai pas fait d'erreur de saisie, vous la trouverez. Et ça vous permet de voir l'analyse qu'on a fait. Pour aider l'algorithme à apprécier ma chaîne, je vous invite quand même à regarder toute la vidéo de telle manière à ce que je sois pas pénalisé. Et vous pourrez voir comme ça toutes les valeurs que j'ai pu étudier. C'est valable à peu près entre 3 et 6 mois. Après, vous pouvez me relancer pour faire une mise à jour sur la valeur que j'aurais déjà étudiée. Voilà, on va attaquer tout de suite les valeurs qui sont à étudier cette semaine et je vous souhaite une bonne suite de vidéos. Voilà, puis n'hésitez surtout pas à me proposer de nouvelles valeurs. Alors vérifiez d'abord dans la biblio si j'en ai pas parlé il y a peu de temps, je dirais 2-3 mois. Et puis je rappelle aussi que je ne fais pas d'américaine pour le moment. Allez, on attaque avec Charles qui m'a proposé le dossier Valbiotis, une biotech française. Alors, je te le dis clairement, Charles, peut-être que tu ne me suis pas depuis très longtemps, mais sache que sur le secteur des biotech, je suis un anti absolu biotech. Je n'aime pas les biotech, je ne les aimerai jamais. Et Valbiotis ne fait pas exception. Alors sache quand même que, bon, voilà, je vois bien qu'il y a des volumes d'affaires qui arrivent sur les dernières semaines. On a toute la cotation depuis la création du titre, hein, qui est rentré en 2017. Je te rappelle quand même que tous ceux qui ont investi au début, ils sont tous perdants pour l'instant. Malgré les rebonds, c'est tombé quand même à 2 €, ça divisé par 5, ça rebondit, c'est très volatile. Bon, pour les traders, c'est très sympa. Alors je t'ai cadré ça avec des pointillés, ce qui veut dire que je suis plus ou moins fan de ce graphique, je dirais de cette résistance, de ce support. Donc tu te situes entre deux zones assez distantes, hein, puisqu'on est en bas, on est à 3, en haut on est à 7, et on est plutôt en haut. Alors je sais, il y a des news, mais je te le dis, c'est de l'espoir. Je vais te faire un comparatif avec un autre dossier pour te faire comprendre que le mode investisseur sur ces dossiers-là est absolument à proscrire, puisque je pense à un dossier qui s'appelle Terra Nexus, qui était passé de 2 € à 23, donc x 11, et qui aujourd'hui est à 1 € ou 1 ou 2 €, enfin qui a tombé. Donc les gens qui se font bananer continuellement en achetant, en fermant les yeux, c'est hélas quotidien. Donc voilà. Aujourd'hui, en journalier, il y a eu une grosse accélération qui a l'air de se faire renvoyer dans ces 22. Le dossier prend en plus 12% au moment où j'enregistre là. Bon, franchement, je te le dirais, je dirais toujours la même chose sur les biotech, c'est de la loterie. Donc faites-en ce que vous voulez, ce que je vous dis. Si vous y croyez dans Valbiotis, c'est très bien. Et puis vous mettez de l'argent dessus et puis vous avez 95% de chances que vous pleuriez tout votre argent. Parce que c'est la statistique. Aujourd'hui, les biotech françaises ont d'abord un problème de financement, et puis je suis pas convaincu que tout le monde vienne présenter ses projets avec bienveillance, on va dire, pour pas dire autre chose.
Donc faites très attention biotech. Moi personnellement, jamais je n'irai sur ces titres-là, jamais je n'y retournerai pas. J'ai gagné de l'argent sur des biotech, mais sincèrement, globalement, c'est trop dangereux et c'est pas vers ça que tu m'emmèneras. Trader ou même investir. Voilà, donc pour Valbiotis, on va enchaîner si tu veux bien, Charles, avec quelqu'un qui m'a donné un dossier beaucoup plus calme, quoique en ce moment ça va pas très bien. C'est Pernod Ricard et ça s'appelle Prune. Alors tu m'excuses Prune, mais mets-moi bien ton prénom si c'est pas Prune. Alors on avait déjà travaillé le dossier Pernod Ricard, notamment cet été, bon je le fais quand même. Avec les dividendes intégrés, bon, les pentes sont un peu meilleures, mais il n'y a pas spécialement de modification dans la pensée globale qu'on a pour ce titre. Il est quand même, c'est un beau dossier qui est en train de souffrir en ce moment. Alors graphiquement, je remets sans les dividendes pour qu'on puisse bien voir. Ceux qui ne comprennent pas ce que je dis, vous allez voir la vidéo, notamment sur le CAC 40 intégral ou sur les dividendes qui explique pourquoi je viens de faire ça. Bon, ça fait maintenant, ça fait 2 mois que ça s'effondre. Ça s'effondre, on peut le dire. 200 à 157 à l'heure actuelle, on est quand même dans une phase d'effondrement assez fort. Donc moi je t'ai laissé le graphe que j'avais concocté à ce moment-là. Il est toujours d'actualité. Bon, ça baisse vite, ça baisse vite. Faut attendre que ça se repose, faut attendre que ça arrête de baisser vraiment de manière importante. Donc là, faut savoir faire du trading entre guillemets pour pouvoir savoir où ça peut être achetable. J'ai pas le sentiment que ce soit par ici que ce soit le plus intéressant. C'est plutôt sur cette oblique là, par cette zone là. Donc pour l'instant la zone serait autour de 100 si ça allait très vite dessus 143. Donc, si ça va être très vite dessus, faut te poser les bonnes questions, c'est quand même dangereux. Voilà, ce qui fait qu'on passerait de 220 à 143, ce qui fait quand même une baisse assez importante d'un tiers de la valeur. Je vais voir vite fait les fondamentaux. Je sais qu'il y a eu des mauvaises nouvelles, mais je vais me mettre à jour là-dessus. Je te redis ça tout de suite. Ouais, tout est au rouge. La Chine, la Chine a un peu les US aussi qui sont pas bons. Bon voilà, simplement, faut attendre que ça se calme, faut attendre de revoir des chiffres et des news intéressantes sur Pernod Ricard. Pour l'instant, c'est un dossier à fuir. C'est quand même symptomatique. Ceux qui me suivent savent que j'étais assez sceptique par rapport à l'évolution du CAC 40, par rapport au fait que la Chine va mal et que nous sommes un indice chinois, le CAC 40, et le Pernod Ricard en fait partie. Et ben écoutez, voilà, une des valeurs parmi tant d'autres qui subit le ralentissement chinois, même si il y a une fin à tout, évidemment, mais pour l'instant, je dirais, il faut fuir les valeurs chinoises. Et donc beaucoup de valeurs françaises. La France, ça va pas très fort en ce moment, à tous les niveaux. Et ben voilà quoi, ceux qui font que de la France, vous êtes servis, faut aller se promener un petit peu ailleurs, mais pour se promener ailleurs, il faut apprendre, il faut se former. Voilà pour la minute publicité de mes formations. On va enchaîner si tu veux bien, Prune. Donc voilà, on fuit ça et on n'y va pas, même sur le support. Attends, j'ai regardé vite fait en hebdomadaire quand même. Voilà, il y avait une magnifique résistance, ça a été transpercé sans même s'arrêter. Donc ça, c'est révélateur que ça va très bas, plus bas, beaucoup plus bas. On fuit ça, on ne regarde pas un magnifique double top. Et j'avais mis des résistances, j'y ai pas touché, à dire ce graphique, j'ai tout laissé, et c'était assez magnifique de faire très attention à ça, et ma foi, on a été servi. La seule chose que je vais changer, c'est la couleur de cette oblique. S'il y a un pullback dessus, là ça m'étonnerait, pas avant longtemps, mais s'il y en a un, on saura que on l'avait noté. Allez, on va enchaîner avec un titre un peu plus calme, un peu plus sympathique, en tout cas en ce moment, c'est Neurone. Avec Smine. Merci Smine pour cette belle valeur. Voilà pour Neurone, donc voici le graphe comme on l'avait présenté la dernière fois. J'étais assez sceptique à ces niveaux de prix ici. J'agrandis un peu, et à niveau ici, j'étais assez surpris. Je pensais à une correction, je sais pas trop où ça va s'arrêter. Ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter sur cet oblique là qui commence à plus avoir de sens. On enlève. On verra si ça va un peu mieux, un peu plus bas, s'il y a plus d'intérêt. Tiens, je vais en mettre une autre ici, c'est peut-être celle-ci qui sera intéressante. En tout cas, au niveau mensuel, bon bah voilà, ça demande à respirer. Neurone, c'est super, ça enlève rien de la qualité qu'elle a. Je voudrais quand même te dire, Smile, il faut faire attention à un sujet. Tiens, je vois une autre oblique, je vais supprimer ça. Voilà, ça c'est pas mal, ça ferait, bon après si ça descend ici, c'est vraiment à des prix très intéressants. Mais oui, je disais, faut que tu fasses attention sur le secteur. Sur ces secteurs, parce qu'il y a les hausses de salaire ont provoqué quand même des hausses de masse salariale qui font que ces dossiers-là sont peut-être un peu fragiles. Il faut faire attention à la rentabilité que dégagent ces dossiers-là dans le futur, et c'est pour ça je pense qu'il y a des corrections à attendre sur le secteur. Je le vois sur l'ensemble du secteur, donc c'est pas étonnant qu'on le vive. On était pas loin de 45, on est à 35, il y a encore de la place en dessous, je pense. Voilà pour Neurone, ça reste un superbe dossier. Merci Smile de l'avoir remis au goût du jour.
Voilà, c'est une superbe boîte, mais elle bouge et il y a des variations, il y a du drawdown et il faut savoir acheter des niveaux de prix intéressants et il y a quand même pas mal de dossiers qui étaient à des niveaux élevés dans le secteur et on est en train de corriger l'aberration. Voilà, donc pour Neuron, mais pas d'inquiétude sur le titre, on a des niveaux très intéressants. Allez, on va aller voir vite fait en hebdomadaire ce que j'ai à te proposer. Ben voilà, hein, tu vois, hein, ça reste ces zones-là, on verra bien en fonction de ça. Et j'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est peut-être des niveaux de prix ici, mais 32, 30, 31 sont des prix plutôt, c'est plutôt à ce niveau-là qu'il faudra s'intéresser au titre. Pour l'instant, je dirais que on est au milieu de rien, et donc on ne s'en occupe pas. Voilà, je vais te mettre une petite oblique de résistance en plus. Voilà, il y a peut-être celle-ci qui sera respectée dans le futur, j'agrandis, tu vois, ça peut descendre comme ça. Jusque à ce niveau-là, puis on verra bien comment ça réagit par ici. Voilà pour Neuron, merci Smine. On va aller voir une valeur, on va aller un petit peu se promener à l'extérieur de la France. Pierre m'a demandé, il devient spécialiste de ça. Il va falloir que tu fasses vraiment très attention Pierre sur le sujet, parce que tu es beaucoup trop orienté Italie, mais en Italie tu m'as sorti un dossier qui monte tout le temps, et qui s'appelle Altea Green Power, et que je connais. Évidemment. Donc voilà en mensuel Altea Green Power, donc c'est pas très vieux, hein, ça a 2-3 ans, ça monte tout le temps, c'est une toute petite valeur italienne qui a de la qualité, hein, clairement, on voit bien que le marché est acheteur de dossiers. On va aller voir en hebdomadaire parce que là il n'y a pas grand chose à tirer du graphe en mensuel, et donc on a une oblique que j'observais moi-même sur le titre qui est ici, mais c'est assez difficile à prendre, c'est des dossiers qui sont très illiquides, il faut vraiment être très expérimenté, donc voilà, bon, fondamentalement j'ai que des qualités à lui donner. Il y a juste un défaut qui est assez gigantesque, c'est que c'est une toute petite entreprise. Donc il faut faire attention à la grosseur et enfin vraiment c'est vraiment une toute petite boîte quoi. C'est quasiment le plombier du coin quoi. J'exagère un peu mais pas loin. Donc bon, écoute, voilà graphiquement sur de l'hebdomadaire, voilà. Donc tu restes là-dessus. Évite de me sortir trop de dossiers italiens illiquides. Hein, on n'est pas des spécialistes italiens, hein, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup l'Italie, mais il y a quand même des limites. C'est parce que j'aime l'Italie que j'aime tout ce qu'il y a en Italie, qu'on soit très clair. Voilà, donc tu fais attention à ça, tu te prends pas trop la tête sur le graphique, c'est raté, hein, clairement, on a des points d'invalidation qui sont trop éloignés, puisque tu serais toujours bon et haussier jusqu'à 4, même 3,80, tu serais encore haussier, alors que tu es rendu à 5,42, bon ça fait des écarts de prix entre le moment où tu invalides le scénario et où tu achètes qui est beaucoup trop éloigné pour que tu puisses avoir ce qu'on appelle un risk-reward raisonnable. Voilà, donc ça c'est mon avis technique, gestion de money management, plus que sur la qualité de la valeur, l'entreprise est intéressante, elle a un gros défaut, c'est toute petite. Voilà, donc je te le dis quand même, hein, tu vois, il y a des retours de bâton assez violents hein, ici aussi, donc voilà, faut tenir, hein, faut être costaud. Hein. Moi, je suis pas partisan de ce genre de graphe, en tout cas de prendre au vol une valeur comme ça. Ça me gêne beaucoup, surtout quand elle est illiquide, vous n'avez pas les moyens de sortir, c'est quand même un peu gênant. Alors voilà pour Altea Green. Merci Pierre pour cette nouvelle valeur italienne. Bon, c'est vrai que tu me choisis des dossiers sympas, mais fais attention. On enchaîne avec Sébastien qui m'a proposé Exile Technology. On est dans le nucléaire et c'est l'ancien groupe Gorgé. Donc le groupe Gorgé en mensuel, ça donne ça, c'est Gloubi Boulga, ça monte, ça baisse, ça monte. C'est un peu plus. Attendez, hop, j'avais pas tout donné. Donc ça monte globalement, c'est une belle entreprise, mais c'est très erratique. J'aime pas ces dossiers sur longue période comme ça. Mais ça vous le savez déjà, hein, ceux qui me suivent régulièrement savent très bien que c'est pas le type de dossier que j'aime bien. Juste graphiquement déjà, ça me pose un problème, donc je sais déjà qu'on est un peu cyclique. Donc c'est un peu gênant. Il y a un peu de dividendes, ça donne quoi? Ouais, ça donne pas grand chose les dividendes, donc pas d'intérêt sur le sujet. Ce qui est intéressant quand même, on va agrandir. Ici, on a des points de contact qui sont assez propres. Le rebond qui a eu lieu, qui est en cours, hein, qui est pas validé mensuellement, est assez intéressant parce qu'il valide cette oblique. Donc on va considérer que celle-ci, elle est bien dure et c'est pour ça qu'elle est en trait continu, contrairement au pointillé ici où c'est une option de travail. Bon, j'ai envie de te dire que tant que tu es, alors, de manière long terme, hein, tant que tu es entre 16 et 21 même, bah, c'est du trading quoi. Du trading, tu trades, voilà, ça se fait bien. On va les regarder en hebdomadaire, ça peut être sympa de regarder. Mais regarde la violence de la baisse et la violence du rebond. Ça, celui qui a acheté en bas, c'est un fou. Enfin, il est fada quoi.
Je suis désolé pour celui qui l'a fait. Si tu l'as fait, eh ben écoute, t'es un cador, mais t'as eu de la chance. Ça pourrait parfaitement aller plus bas, t'aurais pu te faire invalider. Donc c'est vraiment pas sécure, si ce n'est qu'il y avait cet oblique effectivement qui était pas très bien tracé en plus. Donc tu vois, quand on la regarde en hebdomadaire, c'était pas très clean. Le point de contact là, c'est facile de la tracer, cette oblique, une fois qu'on a les points de contact. D'accord? Moi, je l'avais pas tracée comme ça. Je te le dis tout de suite. Elle était un peu différente. Elle était, tiens, bah, je vais te la faire. Elle était comme ça. Bon, remarque si c'est pas mal. Bah tiens, on va la laisser comme ça. On verra bien dans le futur. Mais tu vois, franchement, c'est difficile. Là. En plus, tu clôtures le vendredi. Ici, au soir, le lundi matin, tu dis bon, bah j'achète. J'agrandis un peu. Ça, c'est lundi matin et j'achète. Après, une bougie comme ça, avec un peu de volume. Franchement, moi j'y vais pas. Hein. Donc tu fais ce que tu veux. Je suis pas sûr que tu y sois allé. En tout cas, fondamentalement, c'est une belle entreprise, mais le nucléaire, ça monte. De manière sectorielle, ça monte. Hein. Il y a de plus en plus de besoins et évidemment, dans le nucléaire, on est nécessiteux. Hein. Et puis je pense qu'on le sera de plus en plus. Mais ceci étant dit, bah, j'ai envie de te dire, Exile, le temps qu'on est sous cette oblique-là, qui moi je me pense est assez pertinente. Alors, elle peut être un petit peu différente, elle peut être comme ça ou comme ci, mais nous on fera attention aux mèches. Tant que tu seras parvenu ici à travailler correctement, puis une cassure, personnellement, je suis pas preneur du titre pour de l'investissement long terme, parce que bah tu vois, hein, ça bouge, hein, ça gigote, hein, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Si t'as le malheur d'acheter ici, bah t'es toujours au même prix, alors que finalement, tu vois, le dossier il est assez haussier. Donc faut vraiment être judicieux dans ses achats. C'était plutôt plus ou moins en bas. Ici t'es au milieu de rien, j'agrandis. T'es un peu au milieu de rien, donc faites très attention. Tiens, je change la couleur de ça. Non, je vais la laisser parce que je suis pas sûr que ça clôture ce soir au-dessus. Et on verra bien si ça travaille dans le futur. Tu me relances dans quelques mois pour voir où s'en est rendu. Mais pour l'instant, le scénario, à mon avis, le meilleur, c'est celui que je viens de te donner. Voilà, merci Sébastien. Je te souhaite une bonne suite de vidéos. Et on va enchaîner avec Léo qui m'a proposé Focus. Alors moi, je l'appelais Focus Home Interactive, mais elle a changé de nom. Elle s'appelle Focus Entertainment, et donc on est dans le jeu vidéo, et je n'aime pas les jeux vidéo, du type de Focus Interactive, et pourtant Dieu sait que c'est un dossier qui a monté fort longtemps. Ici notamment, on est passé de 17 à 70, et maintenant on est en train de se prendre le retour. On est en mensuel là, hein, donc c'est un peu compliqué quand même de trouver un point d'entrée. On va les regarder en hebdomadaire si j'ai quelque chose. C'est vrai que le graphique en lui-même est hyper dur à lire, donc ça complique encore en plus des positions sur le titre. Voilà, je t'ai trouvé un truc alors avec un rebond là, ici. Hop, j'agrandis. Il y a un rebond sur cette semaine là, il faut que ça clôture comme ça, je dirais, pour le valider au moins sur cette semaine. Ça n'empêche pas de revenir retester. Là, ça commencerait à valider cette oblique que je t'ai tracée en pointillé, donc c'est pas garanti. Et puis pour trouver des résistances, c'est pas facile. J'en ai trouvé une comme ça ici. Il est biscornu hein, ce graphe, hein. Il est vraiment à l'expression même des jeux vidéo, c'est que ça va, ça vient en fonction des news. Je vais aller voir vite fait les fondamentaux pour me conforter dans l'idée que Focus c'est toujours aussi aléatoire. Ouais, je te confirme, c'est une valeur qui, quand tu regardes ses ratios, ça devrait grandir tranquillement, et puis bah c'est pas le cas graphiquement. C'est le secteur qui fait ça, c'est des news qui sont surinterprétées. Descendre de 55 à 23, ça a aucun sens. Descendre de 70, 75 à 23, c'est encore aucun sens non plus. Tu arrives plus ou moins en bas. On va reprendre en mensuel. On va voir un petit peu en mensuel ce que ça donne. Voilà, tu arrives plus ou moins en bas. Mais le bas peut être à 15. Il peut être là, hein, mais il peut être à 15 aussi, et ça choquerait personne. C'est vraiment, c'est des secteurs que j'aime pas à cause de ça, justement. C'est que entre le fondamental qui peut être franchement assez intéressant, et le caractère dangereux des news qui sortent, un jeu qui part pas, qui décolle pas, enfin c'est comme des vendeurs de cinéma, de films de cinéma ou autres, on est erratique, c'est de l'artistique à vrai dire, hein, le jeu vidéo, hein, c'est vraiment artistique, donc on a ce côté nouveauté, ce côté alors je dis artistique dans le sens il y a une sortie, il y a un nouveau produit, il y a un nouveau film, une nouvelle vidéo, un nouveau jeu. C'est toujours cette nouveauté qui est dangereuse. Alors tu fais un carton et tu montes très fort, mais l'espérance de vie de ces produits est assez courte, contrairement peut-être à un médicament. Hein. Il y a des dossiers qui vendent des médicaments qui ont des stars et qui se vendent parce que ça soigne des maladies, et les maladies elles disparaissent pas comme ça. Alors que l'envie de jouer à un jeu, elle est très aléatoire. Donc c'est vraiment c'est erratique, et c'est sectoriellement des dossiers que j'aime pas pour cette raison-là.
Alors que j'adore l'industrie en elle-même, je trouve ça très bon et ça répond à plein d'envies et plein de besoins. Hein, mais personnellement, c'est des secteurs que je fuis. Voilà mon cher Léo, et on va continuer, on va aller se promener du côté de l'Espagne avec un dossier que David m'a proposé, que je ne connaissais pas, qui s'appelle Vidrala. Voilà pour le graphe de Vidrala, donc sur longue période mensuelle, donc c'est haussier, hein, donc c'est un beau dossier. Il est pas spécialement cher, il est vraiment intéressant. Merci de m'avoir donné ce petit dossier espagnol qui est fondamentalement c'est pas mal. Hein. J'ai juste un souci avec ces dossiers-là, c'est la dépendance à l'énergie, hein, son consommateur d'énergie. Donc en gros, c'est des valeurs pétrole. C'est assez simple, hein. Ça monte quand le pétrole baisse et ça baisse quand le pétrole monte. Donc voilà, ça peut être une manière de voir les choses. Bon, pas tout à fait quand même, pas totalement, mais en gros par rapport à l'énergie. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, Vidrala, je crois que tu m'as exprimé le fait que c'était un peu la même chose que Veralia. Oui, après je vais pas rentrer dans le détail. Je trouve que le graphe est quand même sympa. Avec 2 bornes, toi, en mensuel, c'est intéressant de voir en mensuel comment on trouve des zones vraiment d'intérêt. Il n'y a rien de choquant à voir que le titre, ici à 78, il aille à 60. Oui, ça fait beaucoup de baisse, mais voilà, hein, ça l'a déjà fait, ça leur fera. Fais attention quand même, fais attention, quoi. Ici, on est un peu au milieu de rien, donc quand on est au milieu de rien, c'est pas des zones d'intervention, on n'y va pas. Voilà pour Vidrala en mensuel, on va regarder en hebdomadaire s'il y a des petites choses sympas à regarder d'un peu plus près. Voilà, donc tu vois, hein, globalement, on descend, on baisse, tu vois, t'es tranquille. Si ça s'était respecté, tu vois, le point d'impact, imagine que j'ai raison, hein, mais c'est pas sûr que j'ai raison. Hein. On est en mai 2024, hein, on a quelques mois avant de voir, donc tu te mets une alerte par là, vers les 60, et puis tu verras bien ce qui s'y passe, si ça y va. Autrement, je vois pas comment on peut trader ce type de valeur. Pour moi, ce qu'il faut associer, c'est trading et investissement. Et là, je ne suis pas du tout dans le truc. Alors, c'est pas très cher, hein, franchement, mais ça n'a jamais été très cher, hein, parce que tu vois, ça monte et c'est à ce prix-là aujourd'hui, donc ça montera pas beaucoup plus vite dans le futur. Voilà, donc cherche un point d'entrée si tu t'intéresses à cette valeur. Bon, attention, l'Espagne, hein, c'est quand même pas une place. Madrid, c'est quand même pas une grande place financière non plus. Mais on a des beaux dossiers, on a déjà des élèves, on a déjà des abonnés qui nous ont montré des beaux dossiers espagnols. Donc, vous voyez, la place de Madrid, elle ne se réfute pas, mais bon, c'est pas la plus grande qui soit en Europe. Mais il y a aussi là, en Espagne, des titres très intéressants. Vidrala, je trouve que c'est pas mal. Merci David. Voilà, on va terminer avec l'indice des pépites qui cette semaine s'est bien maintenu, hein, il est à peu près à 0, donc on a quand même des effets sur du fondamental qui commencent à être intéressants. On a renouvelé pas mal de valeurs, on va continuer à le faire. On va sortir cette fois-ci, 2 valeurs qui s'appellent QT et Olaluz qui partent à la baisse, donc surtout hein, ça faiblit sur pas mal de valeurs. Donc dès qu'une valeur faiblit, hein, faut pas attarder, faut vraiment faut savoir quitter de telle manière à ce que on se redonne des cartouches potentielles quand ce sera terminé et que ce sera en bas et qu'il y aura plein de bonnes affaires à faire. On refait entre guillemets de la place dans l'indice, on a plus de 19 valeurs et on a un objectif d'être à 20 l'année prochaine, donc ça y est, on est déjà en dessous, on a une petite place à remettre pour une valeur quand on aura une opportunité. Voilà pour les mouvements. On va regarder un petit peu vite fait le classement de cette semaine des valeurs qui ont bougé et vous allez voir que c'est très clair, il y a un pays qui cartonne beaucoup plus que les autres en ce moment. Voilà, donc voici le classement, hein, c'est très simple, on le voit très bien, hein, on voit bien que il y a 3 norvégiennes dans les 4 premiers, hein, c'est clair, c'est pour ça que je rentre de la norvégienne, hein, c'est pas par hasard, hein, c'est une perception du marché que j'ai, où la Norvège aujourd'hui est vraiment assez porteuse et c'est vraiment un des seuls pays en Europe aujourd'hui qui va vraiment bien, donc on tend le dos, on essaye de faire attention aux valeurs, on regarde les news et puis on voit si ça part à la cave. Il y a des dossiers en difficulté, hein, faut dire ce qu'il est, mais c'est tout à fait normal. C'est un indice. Je rappelle qu'il ne faut pas acheter ça, je le dis à chaque fois. Hein, je remercie ceux qui me soutiennent d'ailleurs dans les commentaires sur le sujet, mais c'est de l'indication, c'est des valeurs que j'aime bien. L'indice, il est performant sur longue période, il bat le Nasdaq, il est l'un des meilleurs par rapport aux fonds de gestion européens, alors que c'est pas du stock picking, c'est juste une entrée et une sortie d'une valeur. Donc et moi j'ai pas de souci avec l'idée qu'il baisse parce que de toute façon globalement il est quand même meilleur que ce que je vois chez les professionnels. Mais bon bah voilà, ça souffre, il y a plein de valeurs qui baissent et c'est comme ça. Mais cette semaine il a bien tenu et on voit que les Norvégiennes ont été plutôt pas mal. Donc bah voilà, on prend acte et on se félicite d'avoir été plutôt vers les pays du Nord. En ce moment, la France, je vous cache pas, ça pose souci. Je peux vous le dire, hein, je vous le dis quand même, j'ai Carl Ray, ça me chatouille de la sortir. Mais bon voilà, j'ai encore la garder.
Même si je trouve que c'est plus du mode espoir que du mode investissement sur le sujet. Elle me gêne vraiment pour des raisons vraiment qui commencent à vraiment perdurer. Voilà pour les pépites. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Hein. Puis il y a un match important ce dimanche là avec la Coupe du Monde de rugby. Il faut que la France gagne. Hein. Donc allez la France. Et puis regardez les petites vidéos en attendant ce match si vous voulez bien. Je vous les mets juste ici. Et je vous souhaite un bon week-end. Allez, ciao. Salut.